Alors, comment dois-je dire? Est-ce que je dois dire monsieur le procureur? Est-ce qu'on garde son titre comme les ministres ou pas? Alors là, il n'y a pas de règle, Il n'y a pas de c'est règle. comme on veut. Ouais. C'est comme on veut. Voilà. Très bien. Vous avez donc exercé au Mans, hein, vous avez gardé, j'imagine, de bons souvenirs de ce passage ici. Juste, je voudrais qu'on dise un mot quand même de votre poste de procureur général près de la Cour d'appel de Paris. Pourquoi est-ce un poste si convoité dans la justice? Convoité et exposé, j'aurais rajouté. Le poste de procureur général de Paris, Oui. C'est pas le seul. Hein. Celui-ci en particulier. Non, je veux dire, d'abord, potentiellement, tout poste est exposé. Tout poste n'est pas forcément convoité, mais tout poste est exposé. Alors, procureur général de la Cour d'appel de Paris, bon, il y a aussi, je dirais peut-être un peu une part de fantasme, quoi, hein, qui comment dirais-je, résulte sans doute de l'image d'une magistrature un peu d'autrefois. Car la réalité, à l'heure actuelle, c'est que les choses et le métier a tellement évolué qu'une part extrêmement importante des fonctions du procureur général de Paris sont des fonctions consistent en des fonctions d'administration. Ce qui, parfois, si vous voulez, quand vous discutez de l'application de la LOLF, si vous me permettez cette expression, alors la LOLF, c'est la loi organique sur les lois de finances. C'est-à-dire que... C'est passionnant. Voilà. Donc, il a suffi que je donne le titre pour que tout le monde se rende compte que c'est pas très sexy. Donc, c'est sûr. Les procureurs de Paris, procureurs de Nanterre, procureurs du Mans, c'est beaucoup plus opérationnel, oui, c'est clair. Quand je disais c'est exposé, c'est évidemment en raison des affaires, souvent politico-financières, qui sont prises en charge par qui en particulier. Vous en avez connu quelques-unes, hein, parce que l'affaire Elf, l'affaire Falcon, l'affaire de marché des rénovations des lycées d'Île-de-France, tout ça, vous avez eu aussi à les gérer. Médiatiquement, c'est un poste extrêmement compliqué quand même, non? Ah bah, oui, médiatiquement, c'est assez compliqué, mais en plus de ça, enfin, il n'y a pas que ces affaires-là. Je veux dire, il y a des affaires qui sont tragiques sans être forcément très médiatiques. Et ces affaires-là sont toutes les affaires sont des affaires qui marquent, quoi. Je veux dire, vous en sortez pas forcément indemne. Épisode comme la tuerie de Nanterre aussi, je veux dire, après ça, enfin bon. Ouais, vous étiez en poste à cette époque-là. Ouais. Votre fonction depuis 1 an, donc avocat général à la Cour de justice des communautés européennes, en quoi cela consiste-t-il précisément? Alors, le nom d'avocat général, dans les fonctions que j'exerce à l'heure actuelle, bon, on sait à peu près ce que c'est en France, et ben ça n'a rien de commun. Ça n'a même strictement rien à voir. C'est-à-dire qu'on connaît sous cette appellation en France l'avocat général, celui qui est à la cour d'assises, poursuit, réclame la tête, enfin plus maintenant, mais la perpétuité en tout cas, au moins, enfin bon. Mais à la cour de justice, nous ne faisons absolument pas de condamnation pénale. Ça n'est absolument pas dans la compétence de la Cour. La Cour de justice veille à l'interprétation uniforme de tout ce qui constitue les règles de droit communautaire. Alors c'est extrêmement vaste. Il y a 35 membres de la Cour, 27 qui sont spécialisés un par État, qui sont spécialisés dans la fonction de juger, et puis 8 autres. Et donc des États ont le privilège d'avoir à la fois un membre qui juge et puis un autre qui est avocat général. C'est le cas de la France, c'est le cas de l'Allemagne, ce sont les États fondateurs en règle générale. Et donc l'avocat général, en réalité, est en quelque sorte, comment dirais-je, un peu le conseil, est spécialisé dans le conseil juridique officiel de la Cour. C'est-à-dire que quand une affaire est évoquée devant la Cour, l'avocat général va expliquer toute l'antériorité, c'est-à-dire tout ce que la Cour, dans des situations semblables, ou pas d'ailleurs, a décidé, ce qu'est sa jurisprudence, c'est-à-dire l'ensemble des règles qu'elle a fixées au fur et à mesure des affaires qu'elle voyait, lui dire, à son avis, comment il faudrait peut-être que les choses évoluent. Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui essaie, par une opinion séparée et totalement indépendante, et rendue publique, celle-là,
à la fois de conseiller la Cour, de lui servir un petit peu, de lui donner un fil conducteur, et puis aussi vis-à-vis de l'extérieur, d'expliquer, de permettre d'avoir une explication, une lecture de l'évolution des décisions de la Cour. C'est un travail de juriste pur. Dans ce livre, donc, Ma justice, plus proche, plus humaine, plus forte, vous décrivez le système judiciaire français, vous évoquez tout ce qui fait l'objet de polémiques, de controverses lorsqu'on évoque la justice française, et puis vous évoquez les modifications qui, selon vous, permettraient en tout cas d'améliorer son fonctionnement et puis surtout ses résultats. C'est vrai que nous tous ici, on peut être amenés, ou nous l'avons été, à pénétrer un tribunal, qu'on soit d'ailleurs accusé ou victime ou même juré parfois, et on ne connaît pas bien ce système judiciaire et comment il est organisé. On va donc ce soir faire un peu de pédagogie comme vous le faites dans votre livre, et c'est une partie extrêmement intéressante, et on va essayer de décrypter les rôles de chacun, à commencer notamment par le procureur. Alors on va décrire d'abord l'organisation judiciaire. Alors on entend dans la presse les tribunaux de grande instance, le tribunal d'instance, le tribunal correctionnel, la cour d'appel, la cour de cassation, et c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu, alors qu'on devrait a priori être bien informé sur ce sujet. Pouvez-vous nous expliquer alors assez synthétiquement les rôles de chacun et leur intervention? Après on parlera des personnes. Écoutez, je vais essayer de le faire, mais auparavant, comme on ne parle plus de moi, mais qu'on parle de ma justice, donc je voudrais en profiter pour vous remercier tous d'être venus. Ça montre quel est l'intérêt que vous portez à ce qui est sûrement, je le crois, une institution tout à fait essentielle de notre démocratie. Puis pour remercier aussi, bien sûr, le Conseil général de m'avoir fait l'honneur et de me donner le plaisir d'être là avec vous pour essayer d'en parler, j'espère d'une manière claire. Et maintenant, il va falloir que je tienne parole. Bon. Et vous soyez, et qu'on soit pédagogue, on va essayer de l'être en tout cas. Alors, donc, on commence, quel est le plus haut niveau, quelle est la plus haute juridiction dans la justice française? On va commencer par le haut. La Cour de cassation? Alors, la Cour de cassation, qui a un rôle qui est uniquement de contrôle de l'application du droit. C'est-à-dire que lorsqu'une affaire vient devant la Cour de cassation, le fait, elle ne le remet pas en cause. Elle ne le remet pas en cause, elle va prendre pour acquis les circonstances les circonstances de fait qui ont été retenues par la juridiction inférieure, c'est-à-dire par la Cour d'appel. Et elle va contrôler si, à cette situation de fait, la loi a été correctement appliquée. Voilà, ça c'est le rôle de la Cour de cassation. Alors, avant d'arriver à la Cour de cassation, bien sûr, l'affaire vient d'abord devant le premier niveau, qui est, puisqu'on est en matière pénale, selon la gravité de l'affaire commise, soit le tribunal de police, c'est pour les contraventions, soit le tribunal correctionnel, c'est pour les délits, soit la cour d'assises, c'est pour les crimes. Lorsque l'on estime que l'on a été mal jugé, évidemment, on peut faire appel. Alors l'appel vient devant une juridiction qui s'appelle la cour d'appel, et qui, elle, va juger une deuxième fois, à la fois sur les faits et à la fois sur l'application de la règle de droit, les éléments de la cause. Et puis, si on n'est toujours pas content de la décision de la Cour d'appel, à ce moment-là, sous l'angle seulement de l'application du droit, on la soumet à la Cour de cassation, c'est ce que nous venons de voir. Et cette organisation, alors, est une structure pyramidale parce que une cour d'appel est compétente pour connaître des affaires qui viennent de plusieurs tribunaux de grande instance, c'est-à-dire de plusieurs tribunaux correctionnels ou de plusieurs tribunaux de police. En principe, il y a un tribunal correctionnel par département. Souvent, il y en a plus d'un. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a quelques idées de réforme à l'heure actuelle. Et donc, on pourrait dire que les tribunaux, c'est à l'échelon départemental. La cour d'appel, c'est à l'échelon régional. Il y a à peu près 180 tribunaux de grande instance en France. Il y a 38 cours d'appel. Donc, vous voyez un système en pyramide couronné par la Cour de cassation. Alors ensuite, il y a les hommes. Donc il y a les différents juges, on va en parler. Le procureur général, le procureur de la République, qui est le plus haut dans un tribunal? C'est le procureur de la République, le procureur général? Alors, le procureur de la République, lui, il s'occupe, si je puis dire, il est situé au niveau du tribunal de grande instance. Le tribunal de grande instance, c'est donc le tribunal
qui se situe dans le département, et c'est le tribunal qui, lorsqu'il traite une affaire pénale, s'appelle tribunal correctionnel. C'est le même, mais sous une autre appellation. Le procureur de la République, il a la responsabilité de la mise en œuvre de ce qu'on appelle l'action publique, c'est-à-dire c'est lui qui va décider des poursuites. Il va contrôler les enquêtes et décider des poursuites, c'est-à-dire de l'orientation de l'affaire. Le procureur de la République va décider s'il classe, c'est-à-dire si pour lui il stoppe l'affaire, ou au contraire, s'il va faire aller cette affaire devant le tribunal, tout de suite, ou devant un juge qui va être spécialisé dans les investigations, c'est le juge d'instruction. Et ce passage par le juge d'instruction est obligatoire, c'est la loi qui y oblige, quand on est en présence des infractions les plus graves, c'est-à-dire des crimes. Voilà, donc le procureur de la République a un rôle d'organisation, de tri, de contrôle. C'est un premier filtre en quelque sorte. C'est un premier filtre. C'est un premier filtre. Oui, c'est ça. C'est un premier filtre. Oui. Donc le procureur de la République et le procureur général, lui, est au-dessus. Alors le procureur général, lui, il gère les affaires qui viennent devant la cour d'appel. Ouais. Et il a un pouvoir de contrôle hiérarchique sur les procureurs de la République du ressort de la cour d'appel, c'est-à-dire qu'il les coordonne, en ce sens que, bien évidemment, il est souhaitable qu'un même texte soit interprété de la même manière au niveau des poursuites sur l'ensemble du territoire. C'est en quelque sorte le représentant du ministre sur un territoire, du garde des Sceaux. Alors, oui et non, parce que... à la fois, il y a ce lien de subordination qui existe, par lequel, d'ailleurs, en l'état actuel de l'organisation judiciaire, se transmet la légitimité de l'action, puisqu'il y a un lien avec le pouvoir politique démocratiquement élu. Mais, en même temps, il y a un statut particulier qui se traduit par des pouvoirs propres. Notamment, le procureur de la République a des pouvoirs propres et il y a des choses que le procureur général ne peut pas lui interdire, de même qu'il y a des choses que le garde des Sceaux ne peut pas interdire au procureur général. Notamment, toute action qui va dans le sens de l'application de la loi ne peut pas être interdite. Donc c'est vraiment la plaque tournante, le procureur, en quelque sorte. Les procureurs généraux sont nommés en Conseil des ministres ? Alors les procureurs généraux sont nommés en Conseil des ministres, oui. Ce qui est à l'heure actuelle un peu une difficulté dans le statut et dans, comment dirais-je, l'image que certains en donnent, parce qu'on dit qu'il est nommé en Conseil des ministres comme les préfets. Donc il est soumis au pouvoir politique comme les préfets. Voilà. En termes de séparation de pouvoir, c'est assez limité quand même. Ah oui, mais ça fait partie des choses qui sont, à mon sens, dans lesquelles, pour parler le langage un peu technocratique, il y a des marges de progression possibles. Alors les juges, donc vous avez parlé du juge d'instruction, on va y revenir. Il y a un autre juge qui est très important, c'est le juge de la détention et de la liberté, c'est ça ? Voilà. Alors le juge d'instruction, donc, lui, investi. Comme son nom l'indique, il instruit. Bon. Jusqu'en 2000, pour instruire, il avait la possibilité, en même temps, de mettre en détention, avant jugement, donc, la personne contre laquelle il instruisait. En 2000, une modification a été faite. On dit alors le juge d'instruction, il continue à instruire, et puis, pour mettre en détention, il faudra qu'il demande à un autre juge, le juge de la liberté et de la détention, qui lui, alors, sur le dossier, au vu du dossier du juge d'instruction, et après avoir entendu la personne poursuivie, le procureur, les avocats, etc., décidera s'il faut mettre en détention ou pas. Donc, présenté vraiment comme, et sur le papier, c'était effectivement un plus en matière de sauvegarde des libertés. On a vu que ça marchait très bien, par exemple, dans l'affaire d'Outreau, puisque nombre de mandats de dépôt signés par Fabrice Burgot, 0. Il n'a pas signé un seul ordre d'incarcération, étant donné que toute l'affaire d'Outreau s'est passée après 2000. Donc c'est justement ce juge spécialisé, au vu du dossier, qui a ordonné les incarcérations, mais ce n'était pas Burgot.
Mais si lui, le juge... Ça a été peu dit à l'époque. Oui, mais si le juge a pris ses décisions, c'est qu'a priori le dossier qu'avait monté le juge d'instruction allait dans le sens d'incarcération. Bien sûr. Ouais. D'ailleurs, et ça, je pense d'ailleurs que sur les mises en détention initiales, compte tenu de la manière dont le Code de procédure pénale conçoit la détention provisoire, il n'y a pas de critique à faire. Ouais. D'ailleurs, si vous refaites un peu le timing, pendant à peu près un an, dans l'affaire Doutreau, on n'a pas entendu la défense. Hein. Donc personne n'a soulevé le lièvre. À partir du moment, en revanche, où la question s'est posée, c'est là où la manière de fonctionnement du système et l'adéquation, si je puis dire, du système aussi organisé par la loi méritait d'être considéré et plus exactement d'être reconsidéré. On va reparler de la détention provisoire tout à l'heure et puis des maisons d'arrêt, parce que la description que vous faites, moi j'ai appris que les maisons d'arrêt étaient effectivement, a priori au départ, plutôt réservées aux personnes qui sont en détention provisoire. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. Juste un chiffre que l'on n'a pas précisé, c'est que 95% des affaires aujourd'hui sont traitées par le procureur. Donc 5% seulement sont traitées par les juges d'instruction. Oui, donc c'est un filtre effectivement très important. Alors il y a un chapitre évidemment sur la mise en examen. Et alors il y a cette phrase qui effectivement est assez, que je trouvais contradictoire. Vous dites, le mécanisme de la mise en examen est donc c'est une notification par le juge à la personne en question qu'elle est considérée comme l'auteur de l'infraction. À partir du moment où on lui dit qu'elle est l'auteur de l'infraction, elle n'est a priori pas présumée innocente si on lui annonce de cette manière-là. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction dans cette formulation ? Comment dirais-je ? La présomption d'innocence, si je voulais choquer, mais uniquement pour retenir l'attention, je dirais que la présomption d'innocence, il faudrait lui tordre le cou. Je m'explique. Je veux dire, c'est une notion qu'on emploie sans savoir à quoi elle correspond. La présomption d'innocence, en réalité, c'est une règle de conduite pour la preuve. C'est-à-dire que quelle que soit la gravité de la preuve, quelle que soit l'évidence des charges, une personne doit toujours bénéficier des mêmes garanties et des mêmes droits que si elle était innocente. Voilà ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'on poursuit des innocents. Je veux dire, si en tant que procureur de la République, j'avais poursuivi des gens sur des présomptions d'innocence, j'aurais un peu de peine à me regarder tous les matins devant la glace. J'ai préféré toujours poursuivre à partir du moment où j'avais, moi, des certitudes de culpabilité. Ça me paraissait plus normal et moins dangereux pour mes concitoyens. Donc je crois que déjà, il faut rétablir la réalité des choses. Il faut rétablir la réalité des choses et pas partir dans des considérations qui fait que finalement, on ne sait plus trop de quoi on parle. Parce que si on prenait la présomption d'innocence dans une signification différente de ce que je viens de dire, la conséquence, ce serait quoi ? Eh bien, qu'au fur et à mesure que les charges s'accumulent, la présomption s'amenuise, donc que les garanties diminuent. C'est évidemment pas le cas. Voilà, donc je crois que faut être précis dans le sens des... Dans le travail et du procureur de la République et du juge d'instruction, est-ce que lorsque le procureur de la République donc donne à un juge d'instruction une affaire à traiter, est-ce qu'ensuite il y a un dialogue qui s'instaure entre eux en permanence tout au long de l'instruction, ou est-ce que le juge d'instruction est totalement seul à partir de ce moment-là ? Alors, le juge d'instruction peut être seul. S'il veut l'être, il l'est. En dehors de points de passage obligés, qui sont relativement peu nombreux, et de la possibilité qu'a le procureur de demander à tout moment communication de la procédure, mais à charge, dit le texte, pour le procureur de rendre le dossier dans les 24 heures. Alors l'affaire Elf, si vous voulez, c'est 50 000 pages et 256 tomes. Alors, vous voyez, et pas en 24 heures. Vous le prenez, vous le regardez, vous le rendez dans les 24 heures. Bon. Ouais. Déjà, il faut avoir bien bossé la méthode de lecture rapide. Bon. Donc, si le juge d'instruction veut être seul, il peut l'être. La question, c'est, est-ce que c'est une bonne méthode ? Bon, moi, je ne pense pas. Vous dites que la plupart des affaires, en tout cas des difficultés qu'on a pu constater ces dernières années, vient d'un manque de dialogue et de confrontation entre le procureur de la République et le juge d'instruction. Pour quelle raison ? Oui, parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de dialogue, je veux dire, on est seul avec ce qu'on croit, avec une certitude que l'on croit être la vérité.
Or, c'est à partir du moment où il y a un dialogue qu'il y a une confrontation, un échange d'opinions, et c'est de là, de la contradiction, que peut venir justement le doute. S'il n'y a pas de contradiction, ben, il n'y a pas de doute. On reviendra tout à l'heure sur le travail, ce que vous appelez la co-désignation, c'est-à-dire parfois deux juges d'instruction sur la même affaire. Je voudrais qu'on parle des gardes à vue, puisque c'est aussi un sujet que vous abordez. Et alors, vous dites clairement, je suis favorable à l'enregistrement des gardes à vue. Alors, je ne sais pas si vous précisez d'ailleurs de manière audio ou vidéo. Vidéo. Vidéo, d'accord. Pour quelle raison Eh bien, vous pensez que ça éviterait certaines... Alors, ça n'est pas parce que je pense qu'il se passe des choses horribles dans les commissariats. Oui, c'est ce que je vais vous dire. Non. Mais je veux dire qu'on est dans une époque où l'une des constantes, c'est le doute. C'est-à-dire le doute, c'est la défiance. Et notamment dans des quartiers difficiles, quand il y a des affaires difficiles qui se passent, on en a encore eu un exemple il n'y a pas très longtemps, aussitôt c'est la défiance qui surgit et la violence qui s'installe, reposant sur la défiance. Donc il faut prendre acte de cet état de choses, et puis il n'y a qu'à enregistrer. Voilà. C'est tout. Et comme ça, après ça, on ne viendra pas dire qu'il s'est passé des choses qui n'ont pas eu lieu. Et ça coupera court un certain nombre de témoignages de complaisance qui sont apportés par des copains quand on veut essayer justement de faire sauter une procédure parce qu'on n'arrive pas à discuter la réalité des charges. Lors de sa visite, vous connaissez M. Alvaro Gil Robles, qui est le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, qui avait effectué un travail de plusieurs semaines en France et qui avait rendu un rapport sur l'état réel du respect des droits de l'homme dans la France d'aujourd'hui, et qui avait notamment dressé un constat accablant de l'état des prisons françaises. Et il disait notamment dans son rapport législation réduisant sans cesse les droits de la défense, alors que, je cite, toute société démocratique n'a rien à redouter de la présence d'avocats lors de la garde à vue. Et vous dites non, pas d'avocat pendant les gardes à vue. Ah non, c'est pas du tout ce que je dis. Non, non. Vous n'êtes pas favorable, en tout cas. Non, non. J'ai pas je suis plus nuancé que ça. Oui, bon. En tout cas, vous n'êtes pas favorable. Pas du tout. Non, au contraire, moi, je ne vois pas de problème à ce que l'avocat soit dans la garde à vue. La seule chose que je dis, c'est qu'il y a des affaires dans lesquelles il ne peut pas être là tout de suite. Quelles sont les affaires ? Il ne peut pas ou il ne doit pas ? Il ne doit pas être. Oui, il ne doit pas être parce qu'il peut matériellement, enfin je veux dire, il ne peut pas être là. D'accord. Il ne peut pas, donc il ne doit pas. Ce sont les affaires de trafic de stupéfiants, les affaires de terrorisme, c'est clair. D'ailleurs, ce sont les matières dans lesquelles la loi française prévoit cela. Pourquoi ? Tout simplement parce que, on le sait très bien, je veux dire, et encore une fois, je tire mon expérience d'endroit où la vie est moins douce qu'en Sarthe. Hein. Il y a dans des affaires de cette nature, quand vous êtes en but à des trafiquants internationaux de stupéfiants, il y a des affaires dans lesquelles vous ne pouvez pas prendre le risque de voir arriver quelqu'un que vous ne connaissez pas, dont vous ne savez pas si c'est pas un trafiquant qui a fait ses études de droit, je suis désolé, mais il y a des situations où cela se rencontre. Et en matière de terrorisme, vous ne pouvez pas prendre le risque de mettre en jeu dès le début de l'affaire, de faire rentrer dans le jeu dès le début de l'affaire des personnes dont vous ne savez pas s'il n'y a pas une proximité idéologique avec les gens qui sont en garde à vue. Un exemple pour rester dans le domaine du droit commun. Lorsque j'étais procureur de Paris, l'une des dernières affaires que le parquet a traitées quand j'étais là, était un trafic de cocaïne qui venait donc d'Amérique du Sud, passant par l'Espagne, etc. On avait fait une équipe commune d'enquête avec les collègues espagnols, ça avait marché très bien. C'était quand même un trafic dans lequel, lorsqu'un passeur échouait dans la mission qui lui était donnée, la sanction quand il rentrait au pays, c'était on le mettait entre deux planches et on le sciait à la tronçonneuse. Je m'excuse de la brutalité de cette évocation, mais enfin, c'est la réalité des choses. Et c'est à l'aune de cette réalité-là qu'on doit juger si, dans des affaires de cette nature, on met vraiment en péril les droits de l'homme et les droits de ceux qui s'amusent à scier les planches avec quelqu'un autre, en disant qu'au lieu d'être là au bout de 24 heures, l'avocat ne sera là qu'au bout de 72 heures. Parce que le curseur, il est là. Hein. C'est 24 ou 72 heures
sur une garde à vue, dans ce cas-là, de 4 jours. Je ne pense pas que M. Gilles Robles puisse se choquer d'une situation de ce genre, d'autant que les autorités judiciaires de son pays n'ont pas de problème pour collaborer avec nous dans des affaires de ce genre et sous ce régime-là. Voilà. Alors, on continue le parcours, si je puis dire. On est à la détention provisoire. Racontez-nous un petit peu comment fonctionne, parce que moi j'ignore totalement ce circuit de la détention provisoire. Qui prend la décision? Sur quel fait, en quelque sorte? Et puis, y a-t-il une durée limitée de la détention provisoire dans les textes? Oui, alors il y a une durée limitée de la détention provisoire. Le butoir dépend de l'acte commis, du point de savoir si la personne est récidiviste, et considérant l'acte commis, ça dépend évidemment de sa gravité. Bon. Disons que pour une personne qui n'a pas été condamnée pour un acte de gravité moyenne, le butoir c'est 4 mois avec une possibilité de prolongation de 2 mois pour attendre d'être jugé. Pour les crimes, c'est 2 ans. Matière de terrorisme, possibilité de prolongation exceptionnelle encore, mais par une décision susceptible de recours. Bon. Donc sous cet angle-là, les choses sont claires. Sous l'angle de la mise en détention, tel que le système juridique est organisé, il faut donc une personne qui soit passée, pour rester dans le domaine de l'instruction. On est obligé de simplifier, sinon on est là jusqu'à minuit. Moi, je veux bien, hein, mais mais je pense à vous. Et donc, le juge d'instruction va donc prendre connaissance du dossier, interroger la personne qui lui est présentée par la police. Il va lui dire qu'il la met en examen. Autrefois, on disait qu'il l'inculpait, c'est la même notion. Et s'il estime que pour les nécessités de l'instruction, il faut garder cette personne pendant un certain temps, se pose à ce moment-là la question de la détention provisoire, c'est-à-dire du mandat de dépôt, et il va donc transmettre le dossier à un autre juge, le juge des libertés et de la détention, qui, lui, va procéder à un débat contradictoire, c'est-à-dire que sur la base du dossier du juge d'instruction, il va entendre la personne, entendre ses avocats, entendre les réquisitions du procureur, et il va décider s'il met en détention ou pas. Sur quelle motivation? C'est là que ça se complique. C'est que le code est rédigé de telle manière qu'il indique que la personne peut être mise en détention si la détention apparaît nécessaire pour un certain nombre de raisons, qui sont le risque de fuite, le risque de pression sur les témoins, sur les co-auteurs, le risque de faire disparaître des preuves, etc. etc. Bon. Mais à aucun moment, le Code ne fait référence à la vraisemblance ou à la gravité des charges. Et personnellement, j'estime qu'il y a là, parce que si le Code faisait référence à cela, à ce moment-là, on dirait « Ah mais avant le jugement, motivé en disant que les charges sont évidentes, c'est enfreindre la présomption d'innocence. » Bon. Alors que, personnellement, je considère que la première des choses qu'on doit demander à l'institution judiciaire quand elle incarcère quelqu'un, c'est qu'elle soit à peu près certaine et qu'elle soit en mesure de justifier qu'elle a devant elle l'auteur du crime ou du délit grave commis. Et si l'appréciation de la réalité et de la gravité des preuves pesant sur cette personne avait été constamment au cœur de la préoccupation des juges, et non pas le point de savoir s'il y avait des risques de concertation frauduleuse entre les personnes en cause, si donc la réalité de la culpabilité avait été au cœur de l'examen dans l'affaire Doutreau, eh bien je pense qu'on n'aurait pas eu ce qu'on a eu. Voilà. Parce que le risque dans l'affaire Outreau, enfin, le juge a pris cette décision, enfin oui, le juge de détention, pensant qu'il y avait un risque de récidive de la part des accusés, enfin sur la foi du dossier évidemment. Alors de réitération possible, mais aussi un risque de fuite, et puis également, comme les faits avaient déjà une certaine date, le risque que les gens se mettent d'accord entre eux pour fournir des versions qui permettent de disculper les uns et les autres. Donc c'est exactement là-dessus. Alors tout cela pour favoriser
le respect, en tous les cas apparent, des libertés, le Code prévoit qu'une personne qui est mise en détention peut faire un nombre incalculable de demandes de mise en liberté. Vous êtes en détention, ce que je ne vous souhaite pas. Vous avez le droit de faire 100 demandes de mise en liberté par jour si vous voulez. Bon. Comme les demandes de mise en liberté doivent être examinées dans un délai maximal qui est de 20 jours, donc 20 multiplié par 100, les 2000 premières demandes de mise en liberté vont être toutes examinées ensemble. Mais pendant que la Cour d'appel examinera donc les 2000 demandes de mise en liberté, vous pourrez en faire encore 2000 autres. La conséquence, c'est que le dossier revient sans cesse devant la Cour d'appel. Le dossier revient sans cesse devant la Cour d'appel, qui se dit « Mais attendez, j'ai déjà vu ce dossier-là il y a 8 jours. Qu'a-t-il pu se passer en 8 jours ? Rien. » Donc vous avez un phénomène de répétition qui se greffe sur un phénomène de saturation. Reprenez le dossier d'Outreau, 12 personnes en examen au minimum, dont 7 ou 8 en détention. Donc le phénomène que je décris, vous le multipliez par 8. Et vous avez une cour d'appel qui ne sait plus où elle en est. Et donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne prend pas de risque, donc elle confirme. Et le juge d'instruction, lui, quand il va arriver, il dit s'il confirme, c'est que le juge de la liberté et de la détention et moi, on est dans le droit fil. C'est qu'on a le feu vert de la cour d'appel. Et voilà comment, par un système qui se veut être protecteur des libertés, qui est tellement complexe qu'il en finit par être artificiel, on perd la réalité des choses. La réalité des choses, c'est est-ce que devant moi, j'ai le coupable ou pas ? Est-ce que je risque de faire une erreur judiciaire ou non ? Et non pas, est-ce que si je libère machin, il risque d'aller se concerter avec truc ? Cette question-là, si machin soit se concerter avec truc, ça n'a d'intérêt que si machin est coupable. C'est tout. Voilà. Bon. Il n'y a qu'à dire les choses, mais il paraît que c'est violer la présomption d'innocence. Alors on a des textes qui reviennent comme ça, et puis rien n'avance. Normalement, dans la législation, le temps de la détention provisoire ne doit pas être supérieur au temps d'investigation, c'est ça le principe ? Oh non, pas du tout. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a fini, on le juge. On ne va pas le garder. Normalement. Oui. Mais c'est malheureusement pas le cas, puisque certaines personnes peuvent rester jusqu'à 2-3 ans de détention provisoire, l'instruction est déjà finie. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, notamment, la question se pose pour les crimes. Une fois que l'instruction est finie, la personne est en détention provisoire, finie, et l'instruction confirme la réalité des charges qui pèsent contre elle. Donc il faut aller devant la cour d'assises. À ce moment-là, le juge d'instruction va rendre une décision qu'on appelle une ordonnance qui saisit la cour d'assises. Mais il va falloir attendre qu'il y ait de la place pour juger. La cour d'assises étant une juridiction qui n'est pas permanente, en tous les cas qui siège, même quand elle l'est, dans les départements extrêmement peuplés où il y a beaucoup d'affaires, qui est une juridiction qui siège avec une procédure particulière, car c'est une procédure totalement orale. Les jurés, qui sont des citoyens tirés au sort, n'ont pas accès au dossier, donc il faut tout redécrire devant eux. Donc ça prend extrêmement longtemps. Bien. Et donc, il y a un embouteillage en amont. Et il arrive que, par exemple, une personne dont l'instruction est finie, qui est en détention, reste en détention uniquement en attendant d'être jugée, et quelquefois ça peut dépasser 1 an, 1 an et demi, ça peut même parfois atteindre 2 ans. D'ailleurs, pour une situation de ce genre, il y a 18 mois, la France a été condamnée par la Cour des droits de l'homme de Strasbourg, et à mon sens, incontestablement, à juste titre. Souvent, la France a été condamnée, non ? Oui, alors pas toujours à juste titre. Ah, voilà. Non, c'est vrai. Pourquoi ? Parce que la Cour de Strasbourg, c'est le Conseil de l'Europe. C'est pas l'Union, c'est le Conseil de l'Europe. C'est 47 pays à l'heure actuelle. Et donc, forcément, alors là, vous avez une différence dans les cultures juridiques ou judiciaires qui fait que là, vous avez des systèmes, alors certains de droit anglo-saxon, d'autres de droit romain, d'autres de systèmes plus ou moins mélangés de l'un ou de l'autre,
qui font que, ça peut un peu dépendre de la culture de la chambre qui va juger l'affaire en question, quoi. Pour obtenir des délais raisonnables de détention provisoire, qu'est-ce qu'il faut modifier? Est-ce qu'il faut modifier l'organisation? Est-ce qu'il faut plus de... Ou c'est qu'une question de moyens, finalement, qu'on manque de juges, tout simplement? Ou c'est un problème d'organisation? C'est évidemment les deux, je veux dire, mais il faut aussi, surtout, simplifier les choses. Simplifier les choses en étant le plus possible au contact de la vérité. Tout l'esprit de la procédure pénale française, c'est chercher la vérité réelle de ce qui s'est passé. Vous avez des tas de systèmes juridiques, notamment les systèmes anglo-saxons, dont le système le plus caricatural, c'est le système américain. J'apporte une preuve, moi, procureur de l'État du Missouri ou n'importe quel autre, j'apporte un élément à charge, ou bien en face, on va pouvoir, à ses frais ou presque, me faire la contre-preuve ou non. Si on me fait la contre-preuve, il faudra que je trouve autre chose. Si on ne me fait pas la contre-preuve, c'est OK, la condamnation est acquise. Alors que le système français, c'est autre chose. Le système français va jusqu'à vérifier les aveux. L'exemple type le plus récent, c'est le drame de la petite Caroline Dickinson à Saint-Malo, où là, quelques jours après les faits, le juge d'instruction se voit déférer par la gendarmerie, mais ce n'est pas en cause, un individu qui correspond plus ou moins à un signalement qui avait été aperçu et qui avoue, qui passe des aveux complets. Bon. Dans les pays d'une autre culture, vraisemblablement, on s'arrête là et on le juge. Ce qui explique que ces pays-là peuvent juger des crimes extrêmement graves en 3 mois. Avec un système pareil, c'est pas difficile. Le système français, au contraire, donc, a fait que le juge d'instruction est allé vérifier les aveux, c'est-à-dire qu'il a fait faire un prélèvement de salive sur la personne qui s'accusait, il a fait faire une analyse génétique, il a comparé avec les prélèvements effectués sur le corps de la victime, et il a abouti à la conclusion que c'était pas l'auteur. Voilà. Combien de fois, ou en tout cas, est-ce que en permanence, l'appréciation humaine contrebalance une analyse très stricte du droit dans votre métier? Tout le temps. Parce que le rôle du juge ou du procureur, quand il apprécie une situation, soit pour décider qu'il faut la poursuivre ou non, soit pour décider quelle peine il faut réclamer ou quelle peine il faut prononcer, c'est justement de faire l'application à une situation concrète et notamment humaine d'une règle de droit abstraite. C'est ça, toute la mission, toute la difficulté du juge, c'est dans le fait qu'il ne doit jamais oublier qu'il travaille sur de l'humain. Moi, je compare toujours beaucoup la profession de magistrat avec celle de médecin. Et je dis, nous, on est exactement dans les situations identiques. Je pense que on pourrait pousser la comparaison assez loin. Alors, dans la détention provisoire, le problème, dites-vous, c'est l'exécution de la mesure, et notamment où mettons les gens qui sont en détention provisoire. Normalement, dites-vous, ce sont les maisons d'arrêt. Au tout départ, les maisons d'arrêt étaient réservées exclusivement aux gens qui sont en détention provisoire. Voilà, c'est leur nom, maison d'arrêt pour les gens qui étaient en état d'arrestation. D'accord. Et maintenant, ce sont un peu des fourre-tout, quoi. Ouais. Voilà. Donc des gens qui sont... Ouais. Le principe, à l'heure actuelle, c'est que, mais déjà, c'est pas un bon principe, on met en maison d'arrêt des gens qui sont avant jugement. Voilà, donc les gens qui sont en détention provisoire. Bon. Quand ils sont condamnés, en principe, on les met dans des établissements pour peine. Sauf que, pour un certain nombre de raisons, et quelquefois d'ailleurs, il faut bien le dire, pour faciliter aussi les contacts entre la personne détenue et sa famille, parce qu'il y a aussi cette question-là qu'il faut prendre en compte, quand il ne reste pas beaucoup de peine à exécuter après le jugement, en gros, quand il y a moins d'1 an à exécuter, on laisse la personne en maison d'arrêt. Ce qui a un double effet. D'une part,
l'engorgement des maisons d'arrêt. C'est comme ça que vous avez des gens qui sont à 3, 4 par cellule, alors qu'ils devraient être seuls. Et puis aussi, ça fait une promiscuité d'une part et un échange d'expérience, si je puis dire, hélas. Un risque de contamination. Mais oui. Ouais. Déjà, le critère consistant à dire on met en maison d'arrêt que des gens qui sont avant jugement, sans autre différence, si je puis dire, c'est déjà une erreur. Pourquoi ? Parce qu'avant jugement, vous pouvez avoir la personne qui est le primaire pur, et puis la personne qui est avant jugement, mais qui a déjà eu 15 condamnations avant. Donc là, les mettre ensemble, c'est pas forcément une bonne chose non plus. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faudrait, pour régir le système de la répartition des détenus dans les établissements, prendre un critère non pas juridique, comme celui-là, condamné, pas condamné, ça c'est un critère purement juridique, mais un critère criminologique. Est-ce qu'on a affaire à un délinquant primaire ou pas ? Et que l'on ait affaire à un délinquant primaire ou non, quelle est la structure de sa criminalité ? Est-ce que c'est de la délinquance d'appropriation ? Est-ce que ce sont pour des vols ? Est-ce que c'est de la délinquance de violence ? Est-ce que c'est de la délinquance sexuelle ? C'est en fonction de tous ces critères-là qu'on pourrait vraiment essayer de porter remède à la situation que l'on connaît à l'heure actuelle. Et vous dites d'ailleurs que les maisons d'arrêt sont souvent, enfin, c'est pas aussi simpliste que ça, mais sont souvent en plus mauvais état que les centrales pénitentiaires. Oui, ouais. Dans les établissements pour très longue peine, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de surpopulation, l'emprisonnement est cellulaire, on arrive à peu près à trouver du travail aux détenus ou essayer de leur donner une formation professionnelle, parce qu'il y a aussi tout ça, je veux dire, à partir du moment où on essaie de faire un peu la part des choses et de voir un peu quel est le parcours de chacun, on peut aussi essayer d'apporter les solutions qui sont adaptées à chaque cas. Il y a un certain nombre de cas dans lesquels la première des choses à faire, c'est apprendre à lire et à écrire. Bon. Mettre quelqu'un en prison, s'il y a une raison pour ça, je veux dire, en soi, c'est quelque chose de normal. Ce qui n'est absolument pas normal, c'est qu'il rentre en prison illettré et qu'il en sorte illettré au bout de 18 mois. Ça non. Et encore une fois, c'est pas, alors là, je le dis tout de suite, hein, c'est pas du tout une critique que je fais à l'égard du personnel des établissements pénitentiaires, pas du tout, parce que Dieu sait si j'ai pu constater au cours de ma carrière tout leur courage et leur dévouement. Mais ça, il y a vraiment là une question de politique au sens noble du terme, n'est-ce pas, qui doit prendre en compte des considérations qui sont des considérations d'humanisme. Hein. Justement, on en parlait de l'appréciation humaine. C'est vrai que vous avez dû visiter plusieurs prisons, j'imagine. Quand vous voyez leur état et que vous envoyez des gens dans ces prisons-là, ça doit y avoir quelque chose qui Oui, mais le problème, c'est qu'il y a des cas où on ne peut pas ne pas envoyer les gens en prison, parce que là, c'est l'opinion publique, et à juste titre, qui ne comprendrait pas. Je veux dire, écoutez, machin, évidemment, bon, il a fait des trucs, c'est pas bien, mais comme la maison d'arrêt est pas trop bien, donc il a agressé 3 vieilles dames, mais on va le laisser dehors quand même. Je veux dire, moi, je comprends que ça passe mal, ce discours-là, donc... là, il y a vraiment... Alors, ici, dans la Sarthe, on le sait, hein, il faut voir les efforts qu'il a fallu faire et que notamment les autorités politiques locales ont dû faire pour obtenir la construction d'un nouvel établissement pénitentiaire. Moi, quand j'ai commencé mes fonctions en 1974 dans la Sarthe, on était encore dans un régime d'emprisonnement en commun. Hein, c'est-à-dire que les gens étaient dans un dortoir commun le soir et dans une pièce commune dans la journée. Et quand on recevait une lettre d'un détenu disant je veux vous voir, etc., on y allait, on était dans la cage au fond, voilà, vraiment, parce que bon, c'était pas très sécurisant comme situation. Alors depuis 2000, vous l'avez rappelé, depuis 7 ans maintenant, les pouvoirs du juge d'instruction ont été fortement réduits. Vous évoquez dans votre livre une possible, peut-être même nécessaire, suppression du juge d'instruction. Pour quelle raison ? Alors, parce que je pense que le juge d'instruction, à l'heure actuelle, n'est plus adapté aux formes modernes de la criminalité.
Alors, c'est pas facile de le remplacer. Pourquoi? Parce qu'il a fait la preuve depuis 1810 de son efficacité, aussi bien concernant la poursuite des investigations que la garantie des droits. Bon. Donc, la suppression du juge d'instruction, ça suppose bien sûr qu'on transfère ses pouvoirs d'investigation au parquet, donc ça suppose qu'on donne l'indépendance au parquet. Ça, c'est la condition préalable. Si on ne le fait pas, il ne faut pas supprimer le juge d'instruction. Ça, c'est évident. Et si on veut supprimer le juge d'instruction, il faut d'abord donner l'indépendance au parquet, parce que c'est le parquet qui instruira à la place. Alors, pourquoi faudrait-il le supprimer? La réponse, elle est dans le phénomène de globalisation du crime. On est dans une société qui est celle de la mondialisation, sur le plan économique, géopolitique, etc. On a exactement le même phénomène en matière criminelle, c'est-à-dire que les réseaux criminels sont totalement internationaux à l'heure actuelle. Et donc, cela veut dire que pour lutter de manière efficace, il faut qu'il y ait des institutions qui puissent très facilement se coordonner d'un pays à l'autre. Or, le système du juge d'instruction en France fait que chaque juge d'instruction étant une juridiction, on ne peut pas le coordonner avec une autre. Une juridiction ne peut pas se coordonner avec une autre juridiction en vertu du principe de l'indépendance. Donc, il faut que, par exemple, sur des affaires qui intéressent 4 pays de l'Union, pour rester encore dans les pays au sein de l'Union, eh bien, il y ait un responsable unique en Allemagne, un responsable unique en Hollande, un responsable unique en France, un responsable unique en Espagne. Or, par exemple, en Espagne, on a déjà ce responsable unique. En Hollande, je ne crois pas. En France, je suis sûr que non. Donc voilà, ça, c'est parce que, si vous voulez, enfin, la difficulté de la coordination, de la coopération, alors là, je peux vous dire que moi, je l'ai vécu quotidiennement dans mes fonctions aussi bien à Nanterre qu'à Paris, et j'ai vu avec un très grand plaisir que le traité modificatif prévoit de prendre alors une instance de coordination qui s'appelle Eurojust et de transformer, le cas échéant, Eurojust en parquet européen dans un certain nombre de matières: la protection des intérêts financiers de la communauté, le terrorisme, bien sûr, le trafic de stupéfiants et d'êtres humains. Là, vous parlez de cas, effectivement, où on est à cheval sur plusieurs pays, mais sur des cas qui ne concernent que la France, par exemple. Pourquoi le juge d'instruction ne serait-il pas maintenu sur un cas d'une enquête pour un crime mais classique, parce que vous ne pouvez pas avoir un système qui vaut pour les affaires nationales et un système qui vaut pour les affaires internationales, d'autant que vous interpellez un proxénète, même pas à Mulhouse, je veux dire dans le Cantal, vous ne savez pas si en tirant sur le fil de l'enquête, vous n'allez pas aboutir au Venezuela ou ailleurs. Hein. Alors, qui ferait ce travail que ne ferait plus le juge d'instruction s'il n'existe plus? Alors, à ce moment-là, il faut transférer les pouvoirs d'investigation au parquet, ouais, avec un coordinateur central. C'est tout. Ouais. Mais il faut que le parquet bénéficie de l'indépendance dont bénéficient à l'heure actuelle les juges d'instruction. Donc, par exemple, l'histoire de la nomination du procureur général en Conseil des ministres, ouais, ça ce serait fini, bien sûr. Aujourd'hui, sur certaines affaires, on le voit sur l'affaire Clearstream, par exemple, il y a 2 juges qui ont été désignés. Est-ce que c'est parfois 3 même. Parfois 3, oui. Ça vous paraît une bonne solution, ça, parfois? Alors là encore, sur le papier, oui. Vous dites à la rigueur que 2, c'est pas un bon chiffre. 3, ça serait préférable. Non, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y en ait 2 qui ne s'entendent pas, il y en aura 3, puis c'est tout. Parce que c'est bon. Ou bien vous mettez ensemble des gens qui s'entendent bien, qui sont, ouais, j'allais dire des copains, quoi, ouais, pour parler. Bon. Et à ce moment-là, vous allez avoir une vraie coopération possible, une répartition des tâches qui sera véritablement efficace. Avec en plus de ça, une proximité qui va permettre à l'un de dire à l'autre: écoute, là, je ne suis pas d'accord avec toi, là, tu débloques, faut faire autrement. Bon. Mais l'expérience prouve que dans un certain nombre de cas, en réalité, ce qui se passe, c'est une rivalité qui naît.
Et alors là, je veux dire, c'est pas de la médisance de ma part que de dire ça. Je me réfère à un témoin qui s'appelle Renaud Van Ruymbeck, lorsqu'il raconte dans une interview au Monde, je crois, de janvier 2006, mes souvenirs sont bons, c'est peut-être ça que vous cherchiez, c'est la page 91. Ouais. Ah non, non, c'est pas ce que je cherchais. Ce n'est pas ce que je cherchais. Non, 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 du tout, du tout. Non, 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 du tout, du tout. C'est bien la page 91. 90-91, oui. Oui, oui, tout à fait. Vous connaissez bien. Il raconte... Vous l'avez lu? Comment? Vous l'avez lu? Je l'ai même écrit. Il raconte comment les choses se sont passées entre lui, Eva Joly et Laurence Wisniewski quand il a repris l'affaire Elf avec elle. Eh ben, il dit clairement, hein, vous me reprenez si je me trompe, parce que j'ai quand même pas le souvenir de chaque mot, mais en gros, bon débarras quand j'ai été seul, quoi. Hein, voilà. Bon, alors c'est pas avec un système pareil. Et en plus de ça, si vous voulez, encore une fois, des juges, statutairement, ce sont des juridictions. C'est-à-dire que chacun doit être indépendant de l'autre. Et donc cette notion d'indépendance irréductible des uns et des autres exclut toute idée de coordination avec un chef d'équipe qui répartit les tâches. Ça, c'est pas possible. Ça n'existe pas quand des juges sont ensemble. Quand ils statuent à 3, même s'il y en a un qui est gradé jusqu'au-dessus de la toque, n'est-ce pas, sa voix n'est pas prépondérante par rapport à celle des autres. Chacun a la même importance, statutairement. Donc, le travail d'équipe est absolument impossible. Dans une structure qui est hiérarchisée, comme avec un chef, le procureur, des collaborateurs, les vice-procureurs, les substituts, etc., vous pouvez constituer une équipe en disant un tel, alors lui, celui qui va diriger l'équipe, il va répartir les compétences, chacun se fera un domaine de responsabilité, puis après ça, les informations vont être collectées, une analyse globale va être faite. Ça, c'est du travail d'équipe. C'est comme ça que fait la brigade criminelle à Paris, dans la police, qui est le top du top. Hein. C'est ça, quand il y a un événement, il gèle sur une affaire 7, 8, 10 officiers de police qui, pendant 3 mois, ne vont s'occuper que de cette affaire-là. C'est comme ça que les affaires les plus compliquées sortent. Eh bien, si sur une affaire politico-financière, par exemple, puisque c'est celle-là que surtout les médias reprennent, quand elle démarre, vous pouviez mettre un vice-procureur et 7 substituts spécialisés en matière financière sur le démarrage de l'affaire, la répartition des zones et le dépouillement, chacun avec son groupe d'experts des documents financiers qui sont immédiatement saisis, tandis qu'à l'heure actuelle, il faut 6 mois avant que l'analyse des documents ne soit apportée au juge d'instruction. J'aime autant vous dire que les choses iraient un petit peu plus vite, que les résultats seraient un peu plus significatifs et mieux perçus. Mais c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on le fait pas. Qu'est-ce qu'on fait des juges d'instruction si on supprime leur poste? Que fait-on des juges d'instruction? Ben, ils deviendront des juges, ce qu'ils sont déjà. Ouais. C'est-à-dire qu'ils viendront à ce moment-là juger, c'est-à-dire dire si ce qu'on leur transmet est constitué ou pas, si il faut condamner ou non. Et puis, un certain nombre d'entre eux resteront sûrement des juges des libertés et de la détention, parce qu'il est évident que autant les pouvoirs d'investigation, il faudrait à ce moment-là les transmettre au parquet, autant le pouvoir de mettre en détention, ça doit être quelque chose de totalement séparé, ça doit rester du domaine du juge, ne serait-ce que parce que, encore une fois, en tous les cas c'est ma conception, quand on juge sur la détention, on devrait obligatoirement aborder la question de la culpabilité et de sa certitude ou non. Vous avez cité 3 juges très médiatiques, Laurence Wisniewski, Eva Joly et Renaud Van Ruymbeck. Justement, je fais une parenthèse, alors sans les viser eux particulièrement, mais on le voit dans les médias, les avocats aiment bien se faire de la publicité, des avocats illustres interviennent très vite, souvent sur des affaires de faits divers pour se faire de la publicité. Et on a le sentiment un peu parfois que les juges également essayent d'être bien vus, en tout cas que l'on parle d'eux. Pour quelles raisons? Qu'est-ce que ça leur apporte? Est-ce que c'est simplement un problème d'ego? Moi, je n'ai pas remarqué. Non. Bon, allez, non, c'était juste pour rire. Bien sûr. Mais non, je ne vais pas parler la langue de bois, non. Bien sûr, c'est très vrai.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut toujours être très vigilant et même méfiant par rapport au pouvoir qu'on exerce. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on a des responsabilités qui se doublent de pouvoir, eh bien, il faut faire très attention à soi-même. Ça n'explique pas pourquoi ils le font. Quel est, selon vous, le fond de leur motivation? Je pense que quand on a du pouvoir, il peut arriver qu'on ait envie de le faire savoir. C'est pas pour des histoires de promotion future? Oh, je crois pas, non. Non. Non, parce que... alors ça, c'est en revanche une constante. Je pense qu'on peut voir qu'il n'y a pas pour autant de demande de promotion particulière qui s'accompagne de cela. Non, je crois que c'est une fonction. La fonction de juge d'instruction, vous savez, elle a été, comment dirais-je, baptisée par, paraît-il, Napoléon comme étant, enfin, le juge d'instruction comme étant l'homme le plus puissant de France. Voilà, donc... Alors, vous faites la proposition dans votre livre de la création d'un poste qui n'existe pas aujourd'hui, oui. qui est le procureur général de la Nation. Il se trouve que on en a beaucoup parlé ces quelques dernières semaines, puisque vous étiez a priori, en tout cas, votre nom était murmuré pour occuper cette fonction. La commission, je ne sais pas si c'est, oui, c'est la commission Balladur qui, qui a travaillé sur la réforme des institutions. A priori, a retoqué cette proposition qu'avait faite Nicolas Sarkozy. Avant d'expliquer le pourquoi, que serait ce procureur général de la Nation pour vous? C'est lui qui garantirait l'indépendance des parquets? Voilà, c'est le rouage qui permet de donner l'indépendance au parquet. C'est-à-dire qu'au lieu, c'est-à-dire que l'instauration d'un tel responsable permettrait de dire que c'est lui qui dirige les affaires individuelles, point, et pas le garde des Sceaux. Alors évidemment, ça suppose un certain nombre de choses. Ça suppose d'abord une procédure de nomination particulière. Il est évident qu'un poste de ce genre doit être confié à quelqu'un qui soit proposé par le président de la République, ça me paraît être la moindre des choses, mais aussi accepté, si je puis dire, par les représentants des deux assemblées. Ça, un pouvoir de cette nature. Bon. Donc déjà, quelqu'un qui soit ressenti, enfin, comme présentant des qualités qui appellent le consensus. Bien. Deuxièmement, évidemment, une obligation de rendre compte. Une obligation de rendre compte de la façon dont il gère et dont il exerce les fonctions qui lui sont confiées, mais aussi la nécessité également d'être contrôlé par un conseil de surveillance, parce qu'il faut éviter, justement, je le disais tout à l'heure, quand on a les pouvoirs, il faut éviter que ça vous tourne la tête. Donc il faut... Et qu'il rende compte devant le Parlement également? Alors ça me paraît indispensable, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'estime que de toute façon, l'institution judiciaire doit apprendre à dire ce qu'elle fait. Elle doit rendre compte de ce qu'elle fait. Nous rendons la justice au nom du peuple français, c'est dans tous les papiers officiels qu'on signe, quelles que soient les fonctions qu'on exerce, et on dirait, et on dit un peu d'ailleurs, hélas, au peuple français, j'agis en ton nom, mais circule, il n'y a rien à voir. C'est pas normal, ça. Je veux dire, ça peut pas. S'il y a un fossé entre le citoyen et la justice, c'en est une des raisons. Ça, c'est clair. Enfin, donc ce procureur général de la Nation serait en quelque sorte un ministre, mais sans pouvoir politique, en quelque sorte. Il ne serait pas au gouvernement, mais c'est un peu un ministre de la justice. Un magistrat, d'abord, responsable des poursuites individuelles sur l'ensemble du territoire. Voilà. Et alors, donc cette proposition a été refusée par la commission Balladur. Pour quelle raison? Quel était l'argument de la commission? Je ne sais pas, parce qu'à partir du moment où ils ne l'ont pas retenu... Ils n'ont pas donné la justice. Je ne crois pas. Mais enfin, on peut fournir quelques supputations. Ouais. Je crois que vous voyez bien que... Alors, je pense, je ne demande qu'à être détrompé, mais je pense que chez un grand nombre, avec des exceptions, à quelques exceptions remarquables près, mais chez un grand nombre d'hommes politiques, l'idée
que la justice soit un véritable pouvoir est quelque chose qui les heurte profondément parce que, ne serait-ce qu'historiquement, la justice comme pouvoir indépendant, c'est un démembrement du pouvoir royal tel qu'il existait auparavant. Le pouvoir royal, c'était aussi le droit de haute et basse justice, c'était le droit de... Et à l'heure actuelle, tout ce qui concerne la justice, c'est ce qu'on range dans ce qu'on appelle les fonctions régaliennes de l'État. Ça dit bien ce que ça veut dire. Bon. En plus de cela, avoir une magistrature totalement indépendante, peut-être que cela en effraie certains. C'est possible. Et ça, pour une part, si vous voulez, la responsabilité en est elle aussi chez les magistrats qui, à cause de quand même un manque de capacité à communiquer, à expliquer ce qu'ils font et à dire comment ils font, donnent sûrement l'image, et pas seulement d'ailleurs aux responsables politiques peut-être, de gens qui sont distants, incompréhensibles, auxquels on ne peut rien demander, dont on ne sait pas trop comment ils fonctionnent. Donc je pense que ces éléments-là ont joué. Et puis il y en a un autre qu'il faut dire aussi, et alors ça, c'est encore plus étonnant, c'est que la création de cette institution qui, encore une fois, était vraiment... Alors ça, c'est la clé de voûte, je veux dire. Là, vraiment, la magistrature, la justice est totalement indépendante avec ça. Les magistrats ne l'ont pas réclamé. Et certains, à commencer par le procureur général de la Cour de cassation, entendu sur ce point par la commission Balladur, a dit qu'il ne fallait pas le faire. Donc, vous voyez, il y a quand même des choses qui sont étonnantes. Donc, et pourrait-on réellement nommer un poste aussi important que celui-ci, quelqu'un qui n'est non pas d'aucun bord politique, mais dont on ne connaîtrait pas les opinions politiques? À chaque fois qu'il y a une nomination d'un procureur général, toujours, que ce soit le gouvernement de gauche ou de droite, on dit oui, mais c'est normal, il est du même bord que ceux qui l'ont nommé. C'est quasiment inévitable. Donc ça le serait également pour ce poste-là. Oui, alors c'est peut-être quelque chose aussi dont il faut un peu sortir. Je pense d'ailleurs qu'à l'heure actuelle, certaines indications fortes sont données dans ce sens, si j'en juge par la lecture des journaux. Et je pense que le fait d'avoir des opinions dans un sens ou dans l'autre, ça fait vraiment partie de la liberté individuelle des gens. Je veux dire, est-ce parce que on a telle ou telle opinion que pour autant, pour les uns ou pour les autres, on doit être considéré comme étant a priori soit incompétent, soit de mauvaise foi. Encore une fois, faisons le parallèle, je veux dire, quand vous vous faites soigner, vous vous fichez pas mal de savoir si votre médecin est de droite ou de gauche. Hein. Ce qui est important, c'est qu'il vous soigne, et je vous comprends. Mais garantir l'indépendance du pouvoir politique sur un poste comme celui-ci, c'est très compliqué. Enfin, vous-même, pour prendre votre exemple à vous, vous n'avez pas caché dans la presse, puisque vous avez dit que vous étiez proche de Nicolas Sarkozy, vous l'avez dit, vous-même. Mais voilà, donc si vous d'abord, je pourrais avoir des copains moins fréquentables. Hein. Non, mais on est d'accord, on est bien d'accord. Je prends votre cas personnel puisque vous pourrait avoir pire comme relation. Hein. Avouez que si vous étiez nommé à un poste comme celui-ci, ça provoquerait forcément un tollé à partir du moment où vous avez dit ça. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Ça, je vais vous dire, le jour où on me pose la question, où je le dis, je dis d'abord, je n'ai pas dit que j'étais un proche. L'expression proche, je n'aime pas trop. J'ai dit que j'étais un ami. Un ami, voilà. Tout à fait. La proximité, sauf géographique, je ne sais pas trop ce que c'est. Tandis que l'amitié, je sais ce que c'est un sentiment. Donc, c'est quelque chose de tout à fait différent. Mais j'estime que ça fait partie de la transparence. Je trouve qu'il serait absolument pas normal que quelqu'un accède à des fonctions ou exerce des fonctions quelles qu'elles soient à partir du moment où elles ont un certain retentissement sans qu'on sache qui est cette personne et ce qu'elle pense. Je veux dire, à partir de là, on choisit ou on ne choisit pas, hein. Mais au moins on ne peut pas dire que la personne n'a pas été transparente. Alors, ceci étant, je vais vous dire, à titre personnel, vous y avez fait allusion, je ne suis pas déçu pour une raison simple. C'est que sur votre candidature, enfin sur votre candidature. Ouais, non, pas sur candidature, mais en tout cas sur le fait que votre nom est circulé. Mais je vais vous dire, parce que comme je pense que c'est quelque chose qui est important, je ne voudrais pas qu'il y ait d'arrière-pensée. Comme vous le voyez, je dis, c'est quelque chose qui ne peut être créé qu'avec un bouleversement assez important des institutions telles qu'elles existent à l'heure actuelle. Bien. Ce qui veut dire des changements constitutionnels, ce qui prend du temps.
En plus de cela, évidemment, obligation de rendre compte, obligation de communiquer, etc. Je veux dire, il faut mettre aussi les instruments cela. À l'heure actuelle, l'institution judiciaire ne communique pas parce qu'aussi, elle n'a pas les structures qui lui permettent de le faire. Donc ce sont des choses qu'il faut absolument créer. Donc tout cela, supposé même qu'on prenne le texte dans 2 ans, il faut un délai pour l'appliquer, donc ce serait un texte qui n'entrerait pas en application tout de suite, et cela ne m'avait jamais échappé dès le début, c'est même pour ça que je m'autorise à en peu parler. Ça veut dire que le jour où un tel texte, si on le mettait en chantier maintenant, déboucherait sur une nomination effective, je serais à la retraite. Voilà. Donc, mais je dis cela pour que vraiment il n'y ait pas de doute ni d'arrière-pensée. Hein. Mais je crois vraiment que là aussi, je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui a sans doute été un petit peu manqué comme occasion. Je pense que ça se reproduira dans le passé pour ne pas rater la prochaine occasion. Je crois qu'il faut vraiment que tout le monde évolue, notamment chez moi. Ce qui me rend parfois très populaire auprès de mes collègues. On ne peut pas ne pas parler de la carte judiciaire avec vous, de la réforme engagée par Rachida Dati. On a entendu beaucoup de reproches, notamment de la part des élus. Vous dites le problème d'avoir une justice géographiquement... le problème, ce n'est pas que la justice soit géographiquement lointaine, c'est qu'elle soit en tout cas proche humainement. Absolument, déjà. Ouais. Sur cette réforme, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'elle a été effectivement aussi brutale qu'on l'a dit? Est-ce qu'elle était nécessaire? Fallait-il, est-ce que les tribunaux sur des territoires effectivement moins habités se justifient-elles? Enfin, quel est votre avis vous là-dessus? Bon, alors mon avis est simple. Hein. Vous avez vu, mon livre est paru avant les élections. Oui. Bon, donc c'est pas pour être. C'est intéressant de lire votre livre à la lumière de ce qui s'est passé. C'est pas pour être complaisant à l'égard ou simplement courtois à l'égard du ministre de la Justice que je dis que moi j'estime que la réforme de la carte judiciaire est absolument indispensable. Voilà, elle est indispensable. Il suffit de se poser la question de manière très simple, en dehors des personnes qui, huissiers, avocats, magistrats, bien sûr, seraient ici présents. Quels sont ceux dans cette salle qui ont fixé leur lieu de résidence en considération du point de savoir si, dans la ville où ils allaient habiter, il y avait ou non un tribunal? Je vois pas beaucoup de mains se lever. Bon. Bien. Donc, et ça me paraît normal. La question, c'est de savoir où il y a vraiment besoin de droit. Et on peut dire que le droit, c'est un phénomène social, c'est-à-dire qu'il y a du droit là où il y a des hommes. Ce sont les hommes qui produisent le droit. Bon. À partir du moment où la population migre, il est évident qu'il faut à un moment ou à un autre réajuster la carte géographique. Bon. À la condition, bien entendu, de laisser et de permettre de continuer ce qui sont vraiment les services de proximité. Par exemple, permettre que le juge des tutelles soit extrêmement présent partout pour qu'ils puissent continuer à apporter son aide dans la gestion de leur vie quotidienne aux personnes âgées, si cela est nécessaire. Bon. Mais pour permettre justement que ces services-là se développent, parce qu'il n'y a pas besoin non plus qu'il y ait un juge des tutelles qui, dans chaque village de France, soit là, place de la mairie, avec le code au pied, si je puis dire, pas l'arme au pied, mais il faut qu'il puisse venir se projeter, si je puis dire, aussi souvent que nécessaire. Et cela, ça suppose aussi qu'on fasse, pour permettre de renforcer les services de proximité qui ont véritablement besoin d'être là, il faut que l'on fasse par ailleurs des économies d'échelle. Bon. Notre carte est inadaptée. Bon, alors, par exemple, on a beaucoup dit, voilà, on va supprimer un tribunal où on a fait X millions d'euros de travaux il y a 5 ans, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les X millions de travaux d'euros il y a 5 ans, ils ont été réalisés il y a 5 ans, ils ont été programmés, il y en a 10. Hein, donc, bon. Mais, par exemple, on ne peut pas contester le fait que supprimer une juridiction qui se trouve à 25 km d'une juridiction plus importante, à laquelle elle est reliée par une autoroute,
On ne peut pas dire que c'est pas nécessaire, bien sûr que c'est nécessaire. Alors ça ne veut pas dire non plus que c'est quelque chose qui se fait de manière facile et qu'il ne faut pas prendre en compte tout ce que cela entraîne pour les gens qui, du jour au lendemain, étaient installés là, notamment les professionnels, et qui vont devoir, alors eux, faire les 50 km tous les jours ou changer leur... C'est vrai, bon. Mais encore une fois, je pense que ça s'inscrit dans c'est une condition indispensable d'une réforme et d'une réorganisation globale de l'institution. Alors, peut-être aurait-il fallu, mais il n'est pas trop tard, d'expliquer dans le cadre de quel schéma global cela s'inscrit, et sans doute la concertation peut-elle encore amener cette avancée. Vous dites également, enfin vous avancez plusieurs arguments, vous dites notamment que dans certains tribunaux, on trouve souvent un juge jeune et isolé, ce qui est le cas notamment dans l'affaire Outreau, parce que ces tribunaux sont des petites structures dans lesquelles n'acceptent d'aller que ceux qui sortent de l'école et de rester que ceux qui ont des raisons personnelles d'y demeurer. Ouais. Est-ce que y a-t-il trop de juges en France? À un moment, vous dites, je vais poser la question de manière assez provocante. J'ai trouvé un chiffre, je ne sais pas s'il est réel. 7600 magistrats en France, 3710 en Angleterre. Alors la réponse est oui. Moi, je considère qu'effectivement, oui, c'est trop. Donc la solution n'est pas de rajouter des personnels. C'est trop. Et alors je vais vous dire, c'est pas. Enfin, j'ai déjà eu l'occasion de le dire de manière moins publique. Non pas que je me cachais pour le dire, mais c'était plus officiel, donc beaucoup plus abstrait. Dans des rapports que j'ai faits à la chancellerie à une époque et dont je peux parler, parce que ce que j'écrivais a paru finalement c'était tellement curieux que il y a eu des fuites et ça s'est retrouvé dans un journal. Bon. Mais la question est simple. Je pense qu'il y a trop de magistrats à l'heure actuelle par rapport... Et alors la conséquence, c'est qu'ils font des tâches qui ne correspondent pas à leur formation. Moi, j'ai vu, ne serait-ce qu'à Paris, des magistrats qui faisaient des tâches qui, en réalité, étaient des tâches d'organisation relevant du greffe. Alors, je ne dis pas que ce sont des tâches qui sont subalternes et que c'est pas ça du tout. Je dis seulement que sous l'angle de la gestion des deniers publics, rémunérer des gens à l'échelle lettre pour leur faire des tâches de secrétariat, c'est pas de la bonne gestion. En revanche, alors que par ailleurs, on manque de... ce que vous dites, de greffiers énormément. Donc voilà. Et je pense qu'il vaudrait mieux... Alors évidemment, on ne va pas licencier du jour au lendemain, c'est pas le problème. Mais je pense qu'il vaudrait mieux prévoir un système dans lequel, d'une part, on créerait un corps intermédiaire d'assistants juridiques, vraiment, pour... Et ça, ce serait vraiment un plus pour la profession. Ça permettrait de préparer les dossiers, ça permettrait d'aller plus vite, ça dégagerait un certain nombre de créneaux. Bien sûr, adapter les effectifs des greffes et des secrétariats. Je pense que ça, oui, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut faire. Oui. Proposer aux gens de poser des questions maintenant. Il est 8h15, encore une ou deux questions après. Et puis, si vous en avez, n'hésitez pas. On a dit beaucoup de choses en même temps, 1h15. C'était dense. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur, on va vous apporter un micro. Merci. Posez la première question. Le micro arrive, monsieur. Le micro arrive. Merci. Je vous en prie. Oui, notre pays connaît actuellement une situation assez inédite dans la mise en examen d'un ancien président de la République. Sans glisser sur le terrain médiatique et politique, quels sont les risques de ce personnage? Vous me demandez un pronostic? Non, une analyse de la situation. Oui. Alors écoutez, vous avez vu tout au long que je me suis toujours efforcé de ne, d'ailleurs sans grande peine parce que c'est un penchant chez moi, de ne pas tenir la langue de bois. Bon. Mais là, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous répondre pour une raison très simple. C'est que cette affaire est pour une part une affaire dont j'ai connu quand j'étais procureur de Nanterre. Donc, ayant connu une partie de cette affaire au cours de mes fonctions, là,
ma déontologie et la déontologie de ma profession fait que je ne peux pas m'exprimer sur elle. Voilà. Vous aviez dit à l'époque d'ailleurs que vous ne souhaitiez pas que le président soit auditionné, il me semble. À l'époque, si vous voulez, la question s'était posée et donc j'avais pris il avait fallu procéder à l'analyse du statut juridique du président de la République et savoir si, en cours de mandat, l'autorité judiciaire pouvait en quelque sorte venir dire au président de la République: écoutez, excusez-moi jeune homme, mais là on va vous mettre en garde à vue pendant 48 heures parce qu'on a quelques questions à vous poser. Bon. Ce qui, du même coup, évidemment, pose quand même un certain nombre d'interrogations, ne serait-ce que parce que pendant le temps de l'interrogatoire, même si ça n'est que chez le juge d'instruction, qui répond au téléphone quand Vladimir Poutine appelle et qui tient la mallette avec le bouton rouge. Vous voyez, c'est pas... voilà, donc on avait réfléchi un peu à ça et on était arrivé à la conclusion qu'il fallait veiller bien entendu à la séparation des pouvoirs et que là, si on exerçait des pouvoirs de cette nature pendant la durée du mandat, il y avait une façon pour le judiciaire de venir contrôler, voire paralyser les pouvoirs du président de la République, quand même élu au suffrage universel, ce qui n'est pas rien, et donc matière d'ailleurs sur laquelle le Conseil constitutionnel avait déjà émis un avis avant, si bien que j'avais estimé qu'il fallait considérer que pendant les fonctions, on ne pouvait pas agir, mais que la procédure était juste suspendue et qu'elle pouvait reprendre après. Position qui a été confirmée ensuite par la Cour de cassation. Voilà. Mais pour l'avenir, et sur le fond, je ne m'exprimerai pas. D'autres questions? Oui, on en a pas. Oui. Le micro va arriver jusqu'à vous. Bonsoir, monsieur. Oui, ça concerne les nouvelles législations sur les peines planchées en matière de récidive. Est-il normal que certains juges, se permettent d'une part de ne pas les appliquer et de le faire en plus connaître publiquement en disant qu'ils se refusaient? Or, est-ce que les juges sont au-dessus des lois? Alors, je vous dis tout de suite, je suis pour les peines planchées. Bon, deux, ceci, je pense, préalable pour que vous ne vous mépreniez pas, compte tenu de la deuxième aspect de ma réponse. Deux, la loi prévoit que le juge, au cas par cas, peut décider de ne pas appliquer la peine planchée à l'individu qu'il juge. Voilà. Donc, on ne peut pas critiquer le juge de faire application de cette loi. Si la situation paraît inadaptée, à ce moment-là, le procureur de la République peut faire appel et saisir la cour d'appel pour lui demander de réformer la décision du juge. Quand on parlait de supprimer les juges d'instruction, vous avez dit on transférerait au parquet. Qu'est-ce qu'on entend par le parquet? Qui c'est le parquet? Le parquet, c'est le procureur de la République et ses collaborateurs, ou le procureur général et ses collaborateurs. Voilà. Alors effectivement, vous voyez. Comme quoi, on a... Voilà, un point de vocabulaire. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce corps le parquet? Alors certains disent tout simplement parce que dans les salles d'audience, autrefois, il se tenait non pas sur une estrade, mais sur le parquet. C'est pas vrai. L'origine vient de ce que, auparavant, les personnes qui ont composé historiquement par la suite le parquet étaient les avocats du roi. Et dans les parlements, ils avaient à leur disposition des locaux à part qu'on appelait le parc des gens du roi. Et donc c'est de ce mot-là, parc, qui est devenu ensuite parquet. Monsieur. Oui, vu de Luxembourg, comment voyez-vous les évolutions possibles de l'espace judiciaire européen
dans une Union européenne qui s'élargit, qui peut être amenée encore à s'élargir, et compte tenu de la complexité que vous évoquiez des cultures, au fond, judiciaires, juridiques, en présence? Eh bien, l'espace judiciaire européen, je le vois comme devant constituer ce que la part prépondérante de ce que le traité d'Amsterdam et le traité sur l'Union ensuite et le traité modificatif enfin appellent l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Ça, c'est une définition qui me plaît bien parce que, notamment par la progression des termes, et qui montre que il y a une vraie mission à remplir là. Alors tout le problème effectivement c'est d'arriver à coordonner un certain nombre de choses ce que la Cour de justice essaye de faire dans sa jurisprudence, c'est d'arriver partout à un résultat équivalent sous l'angle de l'application des règles et de la protection des libertés, tout en respectant, selon sa propre expression, l'autonomie procédurale des États. C'est-à-dire que le but, ça n'est pas de tout uniformiser en disant table rase, il n'y a plus une tête ou une toque qui dépasse, n'est-ce pas? C'est de dire qu'il faut que dans chaque État, quelle que soit la voie par laquelle on y parvienne, le droit soit appliqué et les libertés garanties de manière équivalente. Alors, ça demande beaucoup, d'ailleurs, d'études des différents systèmes juridiques et judiciaires, de voir ce qui est compatible ou non. C'est évidemment quelque chose qui est très difficile, mais qui est assez passionnant, d'ailleurs. On n'a pas évidemment parlé suffisamment sans doute de la responsabilité des juges, de la responsabilité de leurs actes et des sanctions éventuellement qui peuvent les frapper, car on dit souvent que l'erreur est humaine, mais parfois les conséquences de leurs erreurs ne le sont absolument pas. Sont-ils beaucoup sanctionnés aujourd'hui? Doivent-ils l'être plus? Et jusqu'où sont-ils responsables aussi des décisions qu'ils prennent, sachant que les responsabilités sont parfois partagées? Alors, le principe, c'est que la justice est indépendante. Lorsque la preuve est faite du dysfonctionnement de l'institution judiciaire et que ce dysfonctionnement a causé donc un dommage, ce qui est en général le cas d'ailleurs, c'est l'État qui substitue sa responsabilité à celle des juridictions, l'État ayant la possibilité ensuite de demander aux juges ou aux procureurs à l'égard desquels une faute personnelle aurait été mise en évidence, de rembourser tout ou partie de ce que l'État a... C'est arrivé déjà? Oui. Jamais. Bien. Donc enfin, à ma connaissance, non. Donc, si ça s'est su, ça a été... Mais les choses discret. doivent-elles changer? C'est la question, les choses doivent-elles changer? Alors, si vous voulez, rien que la formulation du principe démontre que en lui-même, il est un peu inapplicable, quoi. Bon. Ce qui veut dire que finalement, le système de la responsabilité doit aussi faire partie des choses qui doivent être mises sur la table et étudiées de nos jours. Encore une fois, l'indépendance, le pouvoir, ça a une contrepartie, c'est la responsabilité. Ça, c'est sûr. Sinon, je veux dire, on n'est pas dans un fonctionnement démocratique. Je veux dire, si on peut tout faire sans avoir à en rendre compte, après tout, pourquoi se gêner? Parce que ce n'est pas difficile justement de savoir où est l'erreur du juge et s'il est vraiment uniquement responsable. Parce que dans une instruction, il y a tellement d'intervenants. Bien sûr, c'est ça qui est tout à fait difficile. Alors, dans les cas où il y a une responsabilité, alors cette fois-ci, un autre aspect de responsabilité qui est la responsabilité disciplinaire du juge. Bon.
Là, on a des décisions qui ont été rendues. Bon, de toute façon, ça intervient sur des comportements. D'ailleurs, ça prête même pas. Il y a discussion. Il y a des choses dont on a honte quand on les apprend et qu'on les voit dans les journaux. Ça s'est passé encore il y a 18 mois ou quelque chose. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que par respect pour la pudeur publique, je ne l'évoquerai pas ici. Bon. Mais lorsque ça, je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas difficile à établir. Bon. En revanche, c'est effectivement, est-ce que le juge a commis une faute personnelle susceptible d'une sanction disciplinaire dans l'accomplissement de sa mission? Bon. Autrement dit, jusqu'où est-ce qu'on peut aller aller rechercher une faute dans l'exercice même du pouvoir juridictionnel constitutionnellement indépendant? Alors là, il y a une règle qui est fixée par le statut d'ailleurs et le code, qui consiste à dire qu'avant d'aller rechercher une faute de cette nature, dans l'exercice du pouvoir, de la fonction juridictionnelle, il faut préalablement prouver qu'il y a un vice de la procédure. Autrement dit, quand une procédure comporte un vice et qu'elle est annulée, sur cette constatation préalable, on peut alors, sans enfreindre la garantie de l'indépendance statutaire, aller vérifier s'il n'y a pas eu une faute professionnelle derrière. Voilà. Donc, alors c'est évidemment technique, c'est évidemment protecteur, mais il faut aussi que ça le soit, sinon où serait l'indépendance, hein. Je veux dire, c'est aussi, je veux dire, ce système de garantie, c'est aussi la protection du juge courageux. Ça aussi, il faut s'en rendre compte. Mais, encore une fois, ça se comprendrait mieux si, au lieu de dire je suis indépendant, je n'ai pas à rendre compte, on disait attendez, je vais vous expliquer, voilà comment je fonctionne, voilà les problèmes que j'ai. Sur un problème de genre, vous faites comment? Et là, on peut commencer à parler et à se comprendre. D'autres questions encore? Sinon, on va conclure. Je voulais poser une question. Où êtes-vous, pardon. Ah, pardon, madame. Oui, je vous en prie. Oui, je voulais poser une question justement sur les derniers propos. La justice est très lente. Et pourquoi, justement, pourquoi ne pas demander clairement la main levée de l'impunité des magistrats? Ce serait certainement plus rapide que de passer par l'État, que de passer par... Parce que Enfin, je suis désolée, c'est la première fois que je m'exprime comme ça en public. Non, il n'y a pas de problème, madame. Il n'y a pas de problème, je crois qu'on a bien compris. C'est que justement, ce parcours d'obstacles est destiné à faire par lui-même un filtre. C'est-à-dire que ce que le statut veut éviter en prévoyant cela, c'est qu'un plaideur qui est, à juste titre, envoyé devant les tribunaux, n'essaye de paralyser le cours de la justice en faisant tout de suite une action contre son juge. Voilà. Parce qu'à partir de là, si vous voulez, si on admettait ce genre de choses, disant, eh bien, moi, j'estime que mon juge commet une faute, et d'ailleurs, hop, je l'assigne devant le tribunal. Que va-t-il se passer? Le juge, il ne peut plus s'occuper de l'affaire en question. Et donc, il suffira de faire ça avec le suivant, et puis on a une bonne chance là de paralyser le système, surtout si vous multipliez ça par X plaideurs. Oui, mais ça peut être fait à la fin du jugement. Ça peut être fait à la fin du jugement quand il y a vraiment un dysfonctionnement. Mais alors à ce moment-là, c'est le système actuel, c'est-à-dire qu'une fois que l'instance est finie, s'il apparaît qu'il y a un dysfonctionnement, à ce moment-là, la responsabilité est recherchée. Mais on garde ce système à plusieurs niveaux, encore une fois, dans le même souci. Parce que si on peut mettre en cause la responsabilité d'un juge dès que l'affaire est finie, au lieu de faire appel, hein, si vous voulez, c'est-à-dire ça ne va pas permettre non plus à l'institution de fonctionner de manière normale. Et d'autre part, quand on pose comme principe qu'un juge doit être indépendant, il faut évidemment qu'il ait une protection particulière. Bon.
C'est pour cela que le filtre de l'État est placé à ce stade. Mais je conçois très bien que c'est quelque chose qui n'apparaisse pas évident au premier abord. C'est-à-dire que quand on est confronté réellement avec des problèmes importants, on a l'impression que justement ce qui s'est passé à Outreau, ça a été très très grave et puis ça n'a rien donné finalement quelques semaines après, enfin peut-être pas quelques semaines après puisqu'on aborde le sujet ce soir, mais enfin il n'y a pas eu d'évolution depuis. Dans l'organisation de la justice. Voilà. Ouais. Il n'y a pas eu de suite après l'affaire Outreau dans l'organisation de la justice. Il n'y a pas eu de modification. Il y a eu une commission qui s'est réunie. Alors, il y a une commission, oui, de l'Assemblée. Oui, mais justement, l'impunité n'a pas été acceptée. L'impunité de... Mais le problème, si vous voulez, c'est que je ne pense pas qu'une telle commission pouvait vraiment apporter quelque chose dans l'affaire d'Outreau. D'ailleurs, on remarquera qu'avec beaucoup de sagesse, le Sénat s'est abstenu de faire lui-même une commission ou de participer à la commission de l'Assemblée. Le principe même de la commission, de la constitution de la commission par l'Assemblée, pouvait d'ailleurs poser un problème ou être apprécié différemment sous l'angle du droit constitutionnel, n'est-ce pas? Parce que là, c'était le pouvoir législatif qui risquait d'empiéter directement sur l'autorité judiciaire. Toujours est-il, alors que l'instance disciplinaire propre à la magistrature était saisie. Donc, par définition même, la commission de l'Assemblée, compte tenu de cela, n'a pu que rester dans un domaine extrêmement restreint. Bon. Elle ne pouvait pas aller examiner le problème dans toutes ses composantes. Ce qu'il y a de sûr, en tout cas, c'est qu'à la suite de cette affaire, et alors là, je vous rejoins totalement, c'est mon opinion personnelle, il n'y a pas eu la réflexion, l'étude qui aurait dû être menée pour véritablement mettre les choses à plat, voir ce qui avait dysfonctionné et fixer la responsabilité de chacun. Voilà. Ça, je pense que dans ce domaine, il y a un certain nombre de choses qui restent à faire, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce livre. Et ça ne changera peut-être sans doute pas s'il y a encore une autre affaire de ce type, a priori. Mais tant que le système restera ce qu'il est, je dis que on n'est pas à la merci d'une nouvelle. On n'est pas à l'abri, pardon. Ouais. On est à la merci d'une nouvelle affaire de cette nature. Tant qu'on évaluera avec des critères légaux qui sont un peu artificiels et même beaucoup, la nécessité ou non de maintenir quelqu'un en détention avant jugement, avec ce système qui permet la saturation et le blocage des organes juridictionnels de contrôle, on risque d'avoir pour les mêmes causes le même résultat. D'autres questions? Oui, monsieur, je vous en prie. Comment se fait-il que, compte tenu madame. de ce que Où êtes-vous, vous madame? avez dit Pardon. Ah oui, pardon. Excusez-moi. il faut que je me lève. Oui, merci. Comment se fait-il que la justice soit aussi lente alors que, selon vous, il y a trop de magistrats? Ah bah ça, c'est pas contradictoire. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on manque d'assistants plutôt, en fait. Hein. C'est pas contradictoire. Parce que, alors je dis pas qu'ils se gênent les uns les autres, hein, c'est pas ça. Mais encore une fois, c'est un ensemble. Si on compare par exemple avec le fonctionnement d'une entreprise, si vous avez une entreprise dans laquelle vous n'avez que des cadres, pas forcé que l'entreprise avance. Bon, prenons une autre comparaison, celle de l'armée. Si vous n'avez que des généraux, où va se trouver la troupe? Bon, eh ben c'est exactement la même chose. C'est tout. C'est le même problème. Les dossiers sont bloqués en fait avant dans leur traitement, vous voulez dire dans les secrétariats en quelque sorte. En fait, c'est là que ça bloque. Alors il y a ça. Alors on peut approfondir. En même temps, pardonnez-moi, tout à l'heure vous avez dit que les cours d'assises étaient très lentes et que le calendrier des cours d'assises était très très chargé.
En même temps, s'il y a suffisamment de juges, pourquoi ne pas faire des sessions plus... Oui, mais alors, souvent si vous voulez, alors on peut approfondir un peu et vous allez voir quelle est l'ampleur alors du problème dans notre justice. C'est que il y a suffisamment de juges, mais alors comment se fait-il qu'il y ait du retard dans le jugement des cours d'assises? Tout simplement parce que dans le jugement des cours d'assises, vous avez au minimum 12 personnes qui jugent, mais là, vous n'avez que 3 magistrats. Les 9 autres, ce sont des citoyens tirés au sort, qui ne connaissent rien du dossier, qui ne lisent pas le dossier avant, et donc qui n'ont connaissance de l'affaire que par ce qui se dit devant eux à l'audience. Autrement dit, il faut retracer devant eux à l'audience la totalité du dossier de manière orale. Alors vous avez comme ça, pour certaines affaires, des audiences qui durent 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et pourtant, il y a 7600 magistrats en France. Mais voilà un système sur lequel on se bloque. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de magistrats que pour autant ça va plus vite du côté des cours d'assises. Et pour le reste, alors 7600 magistrats, donc je reprends et je confirme complètement ma comparaison avec la marche d'une industrie ou d'une entreprise, ou celle d'un corps d'armée. J'ajouterais qu'il faut peut-être aussi se poser la question de savoir si la justice en France doit continuer à s'occuper de tout ce dont elle s'occupe. Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de choses? Alors, il y a une réflexion qui est en train de se faire dans ce domaine, ça c'est clair, mais est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de choses qui pourraient être confiées à d'autres personnes? Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité aussi de faire participer les citoyens un peu plus au fonctionnement du règlement d'un certain nombre de situations? Ces affaires sont Prenons celles qui touchent les l'Angleterre, entreprises, par exemple. Les affaires qui touchent les entreprises, c'est celle-là notamment dont vous pensez qu'on pourrait éventuellement... Oui, non, mais même dans le système quotidien, bon, il y a quelque chose qui a été manqué. À mon avis, d'ailleurs, c'est un malentendu. C'est l'histoire des juges de proximité. Où en fait, quand le président de la République, c'était Jacques Chirac, en 2002, sauf erreur de ma part, oui, ça doit être dans cette campagne-là, indique dans son programme qu'il voulait rétablir en gros les juges de paix. Bien. Alors après ça, c'est parti dans les travaux, la présentation du ministère, la manière dont ça a été plus ou moins changé ensuite par la commission des lois de l'Assemblée nationale, je crois, et donc, en tous les cas du Parlement. On a abouti à un système qui est le système des juges de proximité, qui est absolument pratiquement ingérable. Or, l'idée, c'était justement de prendre des personnes, de les sélectionner, de les former, de leur donner, là où ça leur manquait, la connaissance juridique minimale qu'il leur fallait pour remplir le rôle de ce qu'étaient autrefois les juges de paix, c'est-à-dire ceux qui étaient reconnus pour avoir de la sagesse, de la pondération, de la connaissance des choses et des gens, et qui étaient capables de trancher des petits litiges. Bon, ça n'existe pas, ça n'a pas été fait. On a créé un système qui est extrêmement lourd et qui ne marche pas. Donc, les juges continuent à s'occuper de tout et de n'importe quoi. La justice est-elle plus efficace en Angleterre, où ils sont, je le disais, 3700 juges, c'est-à-dire quasiment moitié moins qu'en France? Ça, c'est clair. Alors, ils ont des méthodes aussi dont je ne préconise pas la transposition et qui auraient un peu de mal, je pense, à passer chez nous. Par exemple, dans certaines juridictions, en Angleterre, pour qu'on puisse faire appel, il faut que le juge qui a rendu la sanction soit d'accord. Quoique à la réflexion, ça me plairait bien, quand même. Bon, alors, voilà un très bon exemple de différence de culture judiciaire et juridique, mais c'est un autre système, quoi. Dans le fonctionnement pratique, sachant qu'il y a 2 fois moins de juges, pourquoi les affaires finalement sont traitées de la même manière avec moitié moins? Eh bien, d'abord parce que les citoyens participent davantage. Ouais. Voilà, vous avez des juridictions qui sont des juridictions, en fait. Les gens qu'en Angleterre on appelle les magistrates ne sont pas des magistrats comme en France. Ça n'en sont pas, d'ailleurs.
En réalité, ce sont, alors je ne veux pas dire juges de paix parce que c'est pas la même chose, mais en fait, ce sont des citoyens qui composent des juridictions. Alors évidemment, il y a des contentieux qui leur échappent, mais il y a beaucoup de contentieux qui sont traités directement par des juridictions de ce genre en Angleterre. Et apparemment, ça ne nuit pas à la cohésion de la nation. Monsieur, oui, monsieur le procureur, vous n'avez pas évoqué, me semble-t-il, le rôle du Conseil supérieur de la magistrature, d'une part. D'autre part, vous venez de parler précisément des juges de proximité. Or, il se trouve que je suis conciliateur de justice et que je travaille avec les juges de proximité. Il me semble quand même qu'on arrive à désencombrer un tout petit peu les tribunaux. Merci, monsieur le procureur. Alors, concernant, j'ai dit que ça marchait mal, je n'ai pas dit que ça marchait pas. Bien sûr que cela aide à désencombrer. Et effectivement, j'ai oublié de les mentionner, mais les conciliateurs remplissent également leur rôle incontestablement dans ce domaine. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut surtout pas les supprimer. Il faut que le rôle qu'ils remplissent puisse encore être accru. Et donc, concernant les conciliateurs, bien sûr, je ne pense pas qu'on envisage de les supprimer, je ne l'ai pas vu. Je m'en réjouis. En ce qui concerne les juges de proximité, je suis pour qu'on accroisse leur pouvoir et qu'on facilite leurs compétences et qu'on facilite leur recrutement. S'agissant du Conseil supérieur de la magistrature, là, je l'ai écrit aussi. Pour moi, c'est simple. Je pense que l'image que ma profession donne est l'image d'un corporatisme certain. Je n'ai pas dit d'un certain corporatisme, je dis d'un corporatisme certain. Je pense que ça aussi, ça contribue à créer le fossé entre les citoyens et leur justice. Et je pense qu'il faut réformer la composition du Conseil supérieur de la magistrature jusqu'à faire en sorte que les magistrats ne soient pas majoritaires en son sein. Voilà. De façon à ce que nous échappions à l'accusation, pas fausse en l'état actuel des choses, selon lesquelles nous nous gérons nous-mêmes et qu'on verrouille tout. Est-ce que la question ai-je eu raison, suis-je juste, est-ce que c'est une question, ce sont des questions que vous posez quotidiennement et qui vous ont parfois hanté sur certaines affaires? Ah oui, ça de manière complète, oui. Notamment au début, hein, quand là vous avez, enfin vraiment, le choix de l'orientation de l'enquête repose sur vous. Vous décidez de continuer et de faire prendre une mesure coercitive, avec les conséquences que ça peut avoir. Ce ne sont pas des choses faciles, hein, c'est sûr. Merci, monsieur le procureur, d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie. Merci de nous avoir éclairé sur le fonctionnement de la justice française. Merci beaucoup.